Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 14 février 2023. Dans les détails des informations de ce jour, le verdict concernant l'affaire Rolly Mercia a été rendu aujourd'hui au tribunal d'Anous. La peine a été ramenée à 30 mois de prison ferme, plus une amende de 2 millions d'arrières pour cet ancien ministre de la Communication qui est également journaliste. Il a été accusé de faux témoignages et de dénonciation abusive. Par ailleurs, une peine de 1 an de prison avec sursis et le paiement d'une amende de 1 million d'arrières a été prononcé par le tribunal contre Vaincre Armabian. Selon les informations, elle est l'une des complices de l'ancien ministre Rahadasson Harry Roland concernant l'affaire des faux témoignages. 14 février, Saint-Valentin, la célébration de ce jour fait désormais partie de la culture malgache. Selon notre enquête, en effet, l'achat de fleurs a augmenté cette année par rapport à l'année dernière et ceux qui ont choisi d'offrir d'autres types de cadeaux n'étaient pas non plus une minorité. De plus, la plupart des restaurants et des hôtels de la capitale par lesquels nous sommes passés aujourd'hui sont quasiment pleines. C'est Sylvain sur les images de Sech Adjianabou. Le bouquet de fleurs est le premier signe de la Saint-Valentin. Offrir des fleurs à son partenaire signifie une déclaration d'amour ou le renforcement d'affection. Comportement pouvant être qualifié de culture étrangère, mais depuis quelques années, c'est devenu une pratique courante chez les Malgaches d'offrir des bouquets de fleurs en guise de cadeau le jour de la Saint-Valentin. Cela fait 130 ans que ce magasin œuvre dans la vente de fleurs et l'aspect et les types de bouquets de fleurs ont évolué au fil du temps. Et cette année, l'achat a connu une nette augmentation par rapport à l'année dernière. Certains modèles de bouquets de fleurs ont attiré plus de clients. De nombreuses personnes ont également choisi d'autres cadeaux, tels que des mugs personnalisés, des coffrets de bijoux, du parfum et bien d'autres. Par ailleurs, pour aujourd'hui également, la quasi-totalité des restaurants et des hôtels visités par les journalistes affichent complet, sans oublier de nombreux événements culturels organisés autour de la Saint-Valentin. Ensuite, les chocolats et les parfums sont également les cadeaux qui ont été choisis par un grand nombre de clients en ce jour de la Saint-Valentin, d'après une enquête de nos journalistes auprès de quelques boutiques. Reportage. Aujourd'hui, 14 février, jour de la Saint-Valentin, tous les magasins se sont déjà préparés à l'avance et ont proposé à leurs clients ce qui les rendait spéciaux et ce qu'ils avaient de meilleur à travers divers produits et diverses offres. Ainsi, c'était l'affluence dans ce magasin spécialisé dans la vente de chocolat. De nombreuses personnes ont choisi le chocolat comme cadeau, comme ce père de famille. La vente aujourd'hui, 14 février, a augmenté, pas comme d'habitude, selon la gérante de cette boutique. Et le volume des produits de cette journée ont également été augmentés en conséquence. Oui, effectivement, pour la Saint-Valentin, nous avons des offres spéciaux. Nous avons des sucettes à 3700 RIA jusqu'au coffret avec des plaques Saint-Valentin. On a essayé de diversifier nos produits cette année. Comme vous pouvez le voir dans nos boutiques, on a essayé de faire un petit prix, mais de jolies choses. Outre le chocolat, le parfum fait également partie des cadeaux très appréciés pour la Saint-Valentin. Le parfum reste le deuxième cadeau le plus choisi au monde durant la fête de Saint-Valentin, selon les explications du responsable de boutique. Ce sont les personnes d'un certain âge qui en achètent, souligne toujours le responsable. Dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin, n'oubliez pas notre rendez-vous juste après cette édition, l'émission spéciale Zalov. Et maintenant, passons dans un tout autre sujet. Les opérateurs ont 15 jours pour acheter la vanille préparée, d'après les autorisations qu'ils ont reçues selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Aujourd'hui, des négociations ont été tenues entre l'État et les opérateurs, durant lequel le président de la République a pris en main la situation selon toujours le ministre. Ainsi, les opérateurs doivent tenir parole. De plus, l'État est en train de convaincre les acheteurs internationaux, souligne-t-il. Les détails avec Aniela Martina et Nzar Hadjiantsu. Le secteur de la vanille à Madagascar est en pleine crise actuellement du fait de la réticence des opérateurs exportateurs malagasy à acheter la vanille déjà préparée. Quoi qu'il en soit, l'État poursuit l'assainissement et la réforme du secteur, selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation aujourd'hui. C'est le président de la République en personne qui a pris en main la situation de la vanille. Après des négociations avec les opérateurs et exportateurs, de ce fait, l'État leur a donné un délai afin qu'ils puissent acheter la vanille préparée suivant les autorisations qu'ils ont reçues. Ainsi, ces opérateurs doivent tenir parole et doivent acheter les vanilles préparées sur le marché, car l'État est déjà en train de convaincre les acheteurs internationaux actuellement. En cas d'anomalie, l'État autorisera les autres exportateurs à acheter la vanille, selon le ministre.
L'État a déjà accepté la demande de ses opérateurs exportateurs, notamment le fait de pouvoir acheter de la vanille de la catégorie Quds avec un prix de 140 $ le kilo. Un task force sera mis en place par l'État pour contrôler l'exportation de la vanille afin d'éviter les abus et les spéculations, selon toujours le ministre aujourd'hui. Il est à rappeler que 88 opérateurs ont reçu d'autorisation d'exporter. Et la fonction de président du conseil d'administration de la Sénat est compatible à celle de ministre, a déclaré aujourd'hui le ministre des Transports. Néanmoins, le dernier mot appartient au président de la République et selon la charte de la Sénat, cela ne devrait pas non plus poser de problème. On sait aussi qu'il y a 3 membres du gouvernement français qui n'apprécient pas l'élection du ministre Malagasy à la tête de la Sénat et toujours selon les explications du ministre des Transports, son objectif est de préserver les intérêts du continent africain. C'est Sylvain sur les images de Sech Adjianab. Le 31 janvier dernier, le ministre des Transports, Roland Razatville, a été élu président du conseil d'administration de la Sénat, ou Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. Son poste actuel de ministre lui a valu cette responsabilité. Cette élection est devenue une source de polémique ces dernières semaines, qui s'est propagée même à l'étranger. Mais le ministre a confirmé aujourd'hui qu'il pouvait gérer en même temps le conseil d'administration de la Sénat avec son poste de ministre. La Sénat, qui a toujours été sous direction française, car c'est la première fois que cette fonction échoue à un ressortissant africain selon les informations. Cela a suscité la désapprobation au sein du gouvernement français. À noter que le mandat de l'ancien président du conseil d'administration de la Sénat prendra fin le 30 avril et le nouveau PCA prendra ses fonctions le 1er mai pour un mandat de 3 ans. Des infrastructures de proximité répondant aux besoins quotidiens de la population. C'est ce qui a été réceptionné provisoirement par la députée de Madagascar, élue dans le district de Tana 3 aujourd'hui. Des infrastructures comme des ruelles, des murs de soutènement et des ponts ont été pour le bénéfice des habitants dans le cadre du SIAD. Les détails avec Nadera Koutmaouf et Nza Hadjiantse. Tegarte d'Ampang, Janabesarit, Maavouk, Anjavang Est et Nkadvat, dans le 3e arrondissement, ont été dotés de nouvelles infrastructures ou des infrastructures réhabilitées répondant aux besoins de la population. Auparavant, ces ruelles ont été impraticables et ont même occasionné des accidents dont certains ont été mortels. Elles étaient à la fois broussailleuses et glissantes, affirme Sam, un habitant du Fukuntan d'Akadvat. Des ruelles, des murs de soutènement, mais aussi des ponts, ce sont les infrastructures qui ont été réhabilitées ou construites dans ces 4 Fukuntans du 3e arrondissement. Outre les accidents, elles résolvent aussi les soucis liés à l'insécurité. Le budget du SIA 2021 a permis leur construction, selon les explications de la députée de Madagascar, Enrafin Manansou. La réception provisoire de ces infrastructures a été effectuée aujourd'hui et elles ont été remises officiellement à la population de ces 4 Fukuntans. La députée exhorte les habitants à préserver ces infrastructures publiques qui profitent à tous. Et concernant les actualités météorologiques, le cyclone Freddy qui se situe dans l'océan Indien continue son trajet en direction de l'ouest en maintenant une trajectoire quasi rectiligne. Il ne représente aucun danger pour la Grande Île pour les 5 prochains jours, selon le service météorologique. Jusqu'en fin de semaine, ce cyclone devrait rester encore loin des côtes malagasy, selon les informations. Par contre, son évolution restera à surveiller vers la fin de la semaine, souligne toujours Météo Madagascar dans son bulletin de prévision. Passons maintenant dans les actualités internationales. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié mardi 14 février le séisme qui a dévasté le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie de pire désastre naturel en un siècle, a touché un pays de sa zone européenne avec un bilan qui dépasse désormais les 35 000 morts. Reportage sur les images de France 24. Ce sont les images qui lui prouvent que ce n'était pas juste un cauchemar. Doucement, mets ton pied, calmement, calmement. Les secours le tirent hors des décombres. Il tient à peine debout. Il vient de passer 63 heures enseveli sans boire ni manger. J'ai pris une grande bouffée d'air qui m'a fait tellement du bien. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais fêter 2 anniversaires, le vrai et celui de ma renaissance. Nous avons rencontré Gürkan Öztürk, ce lycéen de 19 ans, miraculé d'Hatay. Il a des contusions, mais il va bien, même s'il a du mal à trouver le sommeil.
Je me réveille en sueur, la gorge sèche, et j'ai l'impression d'être de retour là-dessous. Quand le séisme secoue la Turquie en pleine nuit, il est seul dans un appartement au rez-de-chaussée. 13 minutes après, il retrouve ses esprits et filme. Mon Dieu, aide-moi. Je ne veux pas mourir. Tout le quartier est détruit. Son immeuble s'est affaissé, il est bloqué sous terre et arrive seulement à bouger un bras. Il essaye d'envoyer des SMS en vain, il n'y a pas de réseau. Ces vidéos, il les fait pour ses proches au cas où il ne les revoit jamais. Mes parents, mes frères, je vous aime. Il creuse autour de lui pour pouvoir respirer et a un réflexe, taper inlassablement avec une pierre. Et tout à coup, une nouvelle réplique, 9 heures après la première. Il panique. J'ai glissé de plusieurs mètres, j'ai pensé que c'était foutu, que personne n'allait me sauver. J'ai perdu espoir. J'entends des éboulements de pierre. C'est sa dernière vidéo. Quelques instants plus tard, son téléphone s'éteint, faute de batterie. Les heures suivantes, il perd la notion du temps. À l'extérieur, ses parents éplorés fouillent sans répit. Je disais, Gürkan, si c'est toi, tape 2 fois. Et on a eu un bruit en retour. J'étais excité mais aussi désespéré. Je me suis dit, il vit, mais comment on va faire pour le sortir de là? Leur fils dit ne les avoir jamais entendus, du moins consciemment. Le froid, la faim, la soif sont trop insupportables. J'hallucinais. Et dans mon rêve, on me disait de taper, alors je tapais inlassablement. J'étais épuisé. Je criais de l'eau, mais personne ne m'entendait. 63 heures après le séisme, les secouristes finissent par trouver un chemin pour l'atteindre. Il a tout juste la force de lever la main. Lui qui rêve de devenir médecin, il a déjà réussi par sa détermination à se garder en vie. Ensuite, l'Ukraine a reconnu lundi 13 février une situation compliquée au nord de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est du pays, où l'armée russe a revendiqué le capture d'un nouveau village, poursuivant sa tentative d'encercler cette ville forteresse du Donbass. France 24. Offensive d'ampleur sur Bakhmout, l'armée ukrainienne est prise au piège après les assauts russes. Ils essaient de nous faire reculer et de nous encercler pour nous faire quitter la ville. Mais ça n'a pas encore fonctionné. Bien sûr, on a des pertes, mais on gère et on tient le coup. La ville de Bakhmout est un verrou stratégique pour les forces russes. L'offensive est dirigée par les mercenaires du groupe Wagner. Depuis des mois, la milice russe tente de prendre la ville. Après avoir progressé la semaine dernière sur le front nord, ils sont stoppés au sud. Lundi, Moscou a revendiqué la capture de Krasnagora, un village à moins de 10 km du centre-ville de Bakhmout. De son côté, Kiev dit que ses troupes parviennent à contenir les avancées russes, du moins pour le moment. Je remercie chacun de nos soldats qui empêchent l'occupant d'encercler Bakhmout, qui détruit l'ennemi en direction de Voledar et ne laisse rien à l'occupant à part des terres brûlées. Alors que l'Ukraine se prépare à une attaque d'ampleur imminente, il resterait environ 5000 civils sur place, sur les 70 000 que comptait la ville avant la guerre. Et pour clôturer cette édition, l'UEFA, organisatrice de la finale de Ligue des Champions, porte la responsabilité première des graves incidents qui ont quasiment mené au désastre en mai dernier au Stade de France, a conclu lundi 13 février un groupe d'experts au terme d'une enquête indépendante mandatée par l'insistance européenne. France 24. C'est une enquête menée auprès des protagonistes de l'événement qui accable la police française. Le rapport dénonce la responsabilité des autorités dans la mise en danger des supporters britanniques et espagnols. À l'origine du fiasco, une erreur d'appréciation des autorités au sujet d'une menace hooligan considérée comme fantasmée. L'hypothèse des faux billets, également mise en avant par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, serait aussi exagérée, dit le rapport. Aucune trace de fraude massive n'a été repérée. C'est pourtant sur le fondement de ces menaces que tout le dispositif de sécurité avait été pensé. Résultat, une gestion des forces de l'ordre jugée désorganisée. Les supporters sont menacés d'écrasement dès la sortie du RER et agressés. Face à la situation, les fans sont pris en étau entre des agresseurs et les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. À un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques, le rapport formule 21 recommandations pour réviser le modèle de gestion de la sécurité.
Chers téléspectateurs, et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Tout de suite après, vous allez suivre l'émission spéciale Saint-Valentin, Zalov. Et en raison de cette émission spéciale, l'émission Nizouk sera reportée jeudi prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Au revoir et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.